Bonjour. Cette lecture est dédiée à mon ami François Benoît. L'idée de la France, c'est François Asselineau. Être politique, s'engager en politique, c'est refaire jour après jour ses positions. C'est combattre contre le confort que donne le camp choisi une fois pour toutes. C'est vivre dans l'incertitude. Je ne sais ce que seraient demain mes engagements. Je sais seulement qu'ils traduiront encore la révolte, qu'ils se situeront dans l'espace de la Révolution française, dans la lutte contre toute espèce de tyrannie, contre la prétention des États à s'arroger des droits sur les vies et sur les corps. C'est la révolte même et la révolte seule qui est créatrice de lumière. La révolte permanente au nom d'une conception du rôle des intellectuels dans la cité comme fauteurs de troubles, avocats de la défense, empêcheurs de gouverner dans l'ordre et la grâce. La révolte et non le râle des abusés. Le plus tolérable des États est un compromis entre l'ordre et la révolte, mais ce compromis ne peut exister si le second s'efface devant le premier, si les intellectuels quittent leurs fonctions contestataires. Tout ce que je possède de liberté est né de la révolte. La politique en est l'expression concrète, et s'il faut absolument se définir, je suis libertaire quant aux objectifs et libertin dans la méthode. On me dit que la révolte est passée de mode. Je m'en fiche des modes. J'ai quitté mon pays, chantait un réactionnaire à la solde de Mitterrand. C'est un politique que je veux combattre. Je n'attends pas que l'on me dessine le plan du paradis sur terre et que l'on me trace l'itinéraire pour y parvenir. Les histoires de lendemain dont nul n'entendra jamais le chant, les sacrifices à consentir pour un bel avenir sont autant de contes pour nous distraire de la politique présente. Je me méfie de tous ceux qui prétendent bâtir le monde de mes arrière-petits-enfants. L'avenir, de toute façon, ne ressemble jamais aux prévisions. La politique, au nom de l'avenir, n'a jamais été autre chose que cette horrible méthode éducative qui recommandait de fouetter les enfants en leur murmurant « c'est pour votre bien, vous comprendrez plus tard ». Depuis le temps que l'on fouette les peuples pour leur bien, les bâtisseurs d'avenir, de colonialisme en stalinisme, peuvent se glorifier d'un vaste holocauste dédié au salut de l'humanité. Pour cette raison, je me situe dans la politique présente. Je veux me battre pour établir aujourd'hui le maximum de droits et de liberté, et je ne connais pas d'autre voie que la politique. J'ai quitté mon pays de naissance et m'épanouis dans mon pays de renaissance. C'est vraiment formidable de vivre en France aujourd'hui. Il y a la France moisie, celle des partis politiques classiques, et la France, l'autre, celle de l'UPR. Entre la naïveté du « aimez-vous les uns les autres » et le cynisme du « entubez-vous les uns les autres », il faut juste apprendre à vivre avec les cons, puisqu'ils sont majoritaires. Et savoir qu'on est toujours le con d'un autre, ça peut aider. Les candidats aux élections présidentielles prochaines se ramassent à l'appel. Ils ne se méfient pas assez des expressions et des concepts qui semblent a priori sympathiques et joviaux. Tout comme la laïcité positive, cette trouvaille sournoise dont la seule finalité est de laisser entendre qu'il existerait une laïcité négative. L'incontournable vivre ensemble, doucereuse tarte à la crème sémantique dont on nous barbouille les oreilles à la moindre friction sociale, a pas mal de vices cachés. Bien loin de l'acceptation de l'autre qu'il laisse supposer, le vivre ensemble n'est au fond rien d'autre que l'injonction de tout créer à des gens qui ne céderont jamais rien. C'est l'ayatollah qui se déguise en bisounours pour berner la démocratie. Vivre ensemble, le maître mot. Le fourre-tout dont on ne peut se défaire sans être taxé de racisme ou des pires maux de la terre.
Mais vivre ensemble, ça veut dire quoi? À quel prix? Comment? Avec qui? Au fond, un même regard réunit bien des petits nababs socialistes. Prenons pour l'exemple Didier Guillaume, le chef de campagne du petit caporal Valls. Le regard de celui d'être né trop tard pour occuper la place d'André Malraux. Las, plus on avance dans le temps, moins on trouve de gens qui ont connu Napoléon. L'idée de la France, c'est François Asselineau. Pour Manuel Valls, ce serait formidable de reconstruire une France dans laquelle son odorat ne serait pas agressé par de vilaines senteurs de puanteurs des autres candidats de gauche. Il y mettrait ce qu'il aime et rien d'autre. Il y serait libertin et mitterrandien en même temps. Ça surprendrait tante Ségolène et tonton Hollande, mais il y serait bien, tout de même. Il imagine qu'il y a quelque part un point du temps qu'il faudrait coûte que coûte retrouver pour reconstruire le lien social, soigner la société et réparer enfin ce bel édifice fissuré que, tout de même, l'univers nous envie. Mais il ne sait tout de même pas que les Français ont la gueule de bois pour avoir été saoulés pendant des décennies de cette fumée de grandeur nationale et républicaine. L'exercice du pouvoir, de la citoyenneté, ne correspond plus avec ce que l'on croyait percevoir de l'identité collective. Vue de France, cette situation semble indéchiffrable, tout de même. L'idée de la France, c'est François Asselineau. Manuel Valls se lance donc dans une course éperdue vers le passé qu'il n'a tout de même pas connu. Il faut sauver la République et rendre à la nation sa splendeur perdue qu'il n'a tout de même pas connue. L'essentiel serait donc de trouver une bonne référence française, une figure, des idées et, si possible, une morale qui permettrait de repenser, sinon de refonder la nation française comme à l'époque de Mitterrand qu'il n'a tout de même pas connu. Contrairement au petit champion Valls, François Mitterrand était un Français parfait. Il avait bien eu une jeunesse française, un peu libertin, un peu gaulien, emblème de la génération morale en même temps que symbole de l'immoralité en politique. Il avait été pétainiste, puis gaulliste, partant offrir ses services à Londres et devenant aussitôt un résistant d'un grand courage. Jeune étudiant d'extrême droite en 1936, il passait 40 ans plus tard pour la réincarnation du Front populaire, l'homme qui exorcisait les vieux démons sociodémocrates et interdisait les alliances à droite. Il pouvait propulser des jeunes trotskistes sur le devant de la scène politique, inspirer le mouvement antiraciste tout en favorisant la représentation politique du Front national. François Mitterrand avait épousé de la France la collaboration, la résistance, le grand patronat et le Parti communiste, l'Algérie française et les compagnons de route du FLN, les intellectuels de gauche et les écrivains les plus réactionnaires, l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Le jour de ses funérailles, l'un des derniers dictateurs brutaux de la planète, Fidel Castro, assistait à la messe à Notre-Dame. C'était vraiment parfait. L'idée de la France, c'est François Asselineau. Quand il ne peut être grand, le français est brave. Il combine un peu, mais il ne fait pas de mal à personne. Quand il se rend à la permanence d'un élu, le citoyen est rarement animé par le désir de servir la chose publique. Il vient quémander. Il compte bien faire sauter ses contraventions, placer ses enfants, loger sa maîtresse et se faire décerner une décoration qu'il ne mérite pas, mais que d'autres portent déjà quand ils en ont fait moins encore. Les hommes politiques sont des Français moyens. On leur reconnaît des qualités, mais un jour ou l'autre,
on découvre qu'ils ont triché. Les Français n'aiment pas ça. Ils ne supportent pas que la politique relève, comme leur vie quotidienne, du fameux système D. En vérité, les hommes politiques ne sont pas plus corrompus que les électeurs. Leur plus grande faute, c'est de trop leur ressembler. Tout Français rêve de flouer le fisc, d'échapper au radar sur la route et pourquoi pas d'occuper un emploi fictif et de disposer d'un appartement de la ville de Paris. L'idée de la France, c'est François Asselineau. Cette chance que nous avons en France. Au Liban, il n'y a pas de société politique. Les partis ne sont que des factions confessionnelles armées. Cette tragédie permet de mesurer l'imbécilité de la nouvelle idée reçue selon laquelle on se passerait de politique pourvu que l'économie soit bien gérée et que la religion donne une morale et un sens à la vie. L'économie libanaise se portait plutôt bien. Le commerce de ce pays, ses ports, ses terres fertiles, ses cèdres et ses fruits, vous les connaissiez depuis la Bible. Et tous les récits grecs et latins vous ont décrit cette terre comme un Éden. Le Liban était un pays relativement riche. Et en 1969, avant le début de la crise, les indices chéris de vos économistes se montraient optimistes. Le Liban équilibrait ses comptes, tirait de grands bénéfices de l'acheminement du pétrole vers les ports, développait ses raffineries. Les classes moyennes avaient le plus haut niveau de la région, avaient le plus haut niveau de vie de la région. Et pour la religion, c'était formidable. Il y en avait 17, toutes monothéistes. Peu de pays ont compté autant d'églises, de mosquées, de synagogues, de cloîtres et de monastères. C'est vraiment formidable de vivre en France aujourd'hui. L'idée de la France, c'est François Asselineau. Les partis libanais ne se réclament pas des affreuses idéologies universelles. Ils sont les représentants de confessions et de traditions séculaires. Et voilà le travail. On ne fait pas de politique à Beyrouth. On défend sa peau. Ni la religion, ni la prospérité économique n'ont pu sauver le Liban du désastre. Ce pays n'a pas réussi à passer au stade politique. Il en est resté aux tribus et aux féodalités. Les charniers libanais sont peuplés de braves gens apolitiques. En général, on en compte autant chez les égorgeurs que chez les égorgés. Quand une armée est accusée de crimes de guerre, ses soldats répondent toujours que ce n'est pas de leur faute, qu'ils ne faisaient pas de politique, c'étaient les chefs, eux, ils ont obéi, c'est tout. Les apolitiques se divisent en deux catégories, les salauds et les cons. Les égorgeurs qui ne font que leur devoir sans discuter les ordres, et les agneaux, tout surpris que l'on s'en prenne à eux, si fiers de ne s'occuper de rien ni de personne. C'est vraiment formidable de vivre en France, aujourd'hui. L'idée de la France, c'est François Asselineau. Les combats politiques français sont parfois dérisoires. Nous nous fourvoyons souvent, mais c'est toujours mieux que de rejoindre ces deux catégories d'apolitiques. Je ne crois ni au miracle, ni à la magie. Je ne me ferai jamais prophète d'une nouvelle ère messianique. La perfection du bonheur, c'est seulement la lutte contre tout ce qui a servi les hommes. La recherche des hommes d'organisation sociale la recherche des formes d'organisation sociale les plus supportables. Rien de plus. Je choisis de me situer dans ce combat indispensable. Sans étiquette inutile, sans dogme encombrant et, surtout, sans ces lâchetés, ces aveuglements, silences et complicités qui ont dégradé et perverti l'idée de l'engagement. Lecteurs chéris, ou auditeurs chéris, vous voulez certainement connaître le programme de l'UPR et rencontrer son fondateur.
François Asselineau viendra à Valence le 21 janvier 2017. Venez nombreux. Merci.